Bonjour. Dans cette séance, je vais commencer à donner la solution des exercices de cette série numéro 2 que j'ai énoncée récemment. Alors, il s'agit d'une série d'exercices de travaux dirigés. Alors, ces exercices ont été écrits et proposés par un de mes collègues qui a enseigné cette matière, donc le module de mathématiques de S1. Je reprends donc la correction de cette série que j'ai déjà faite il y a plus d'une année. Alors voici les exercices que nous allons faire aujourd'hui. 1 et 2 et peut-être un troisième si le temps le permet. L'énoncé du premier exercice. Donc, il s'agit de la recherche des ensembles de définitions de certaines fonctions. Alors, nous commençons par la première fonction, 1 sur log de x plus 1. Alors, pour chercher l'ensemble de définitions d'une fonction, on se pose toujours la question, qu'est-ce qui empêche l'écriture, la définition de cette fonction? Par exemple, ici, pour cette fonction, il y a un dénominateur. Il doit être non nul. Mais il y a aussi le logarithme. Le logarithme est une fonction qui est définie sur quelque chose qui est strictement positif. Donc, pour qu'un x soit dans l'ensemble des définitions, c'est-à-dire que l'on puisse calculer f de x, il faut que d'abord x plus 1 strictement positif à cause du logarithme, et le dénominateur soit non nul. Et qu'est-ce qui annule un logarithme? C'est la valeur 1. Donc x plus 1 doit être différent de 1. Alors si vous voulez savoir quelles sont les valeurs qui réalisent ceci, vous pouvez poser le problème inversement. X plus 1 égale 1 équivaut à x égale 0. Donc, vous devez enlever x égale 0 si vous ne voulez pas avoir x plus 1 égale 1. Et ceci se traduit, x plus 1 supérieur strictement à 1 se traduit par x supérieur à moins 1. Donc, l'ensemble de définitions, c'est les x qui sont supérieurs à moins 1 auxquels j'enlève la valeur 0. Ce qui donne la réunion de ces deux intervalles, la réunion disjointe, donc moins 1 jusqu'à plus infini, vous enlevez le 0, donc c'est une réunion de deux intervalles. Disjoint ouvert. Bien. Alors pour la deuxième fonction, voici la deuxième fonction, f de x égale log de x2 moins 3x plus 2 sur x plus 1. Alors, de la même manière, alors je pose la question, qu'est-ce qui empêche de calculer cette valeur pour un x réel? Alors, ici, il y a d'abord le dénominateur. Il doit être non nul. Ensuite, il y a le logarithme d'une parenthèse. Cette parenthèse doit être strictement positive pour pouvoir calculer son logarithme. Alors, donc ceci, alors, pour étudier le signe polynôme ou bien polynôme sur polynôme, on fait un tableau des signes pour trouver la valeur. Alors, je vais vous montrer sur un brouillon ce que l'on doit faire. Ce sont des choses élémentaires, évidemment. Voici la fonction. Le numérateur, je l'ai factorisé en cherchant les valeurs x égale 1, x égale 2, qui annulent. Bon, cela, ça saute aux yeux. 1 est une valeur évidente, et puis l'autre valeur, c'est 2 sur 1. Comme on a appris, le produit des valeurs égale ce terme, disons C, sur le A. Bien. Alors donc, les signes de cette parenthèse, quel est son signe? Alors, comme on a appris à le faire au collège même, avant le lycée,
Alors, x plus 1 s'annule pour 0, pour moins 1, et positif à droite, négatif à gauche, puisque ici la valeur positive. Alors, x2 moins 3x plus 2, je le mets d'un seul coup sans le parler de factorisation. Il a deux racines. On a appris si le coefficient de x2 est positif, vous avez positif entre les racines, à l'extérieur des racines, 1 et 2, et négatif à l'intérieur. Vous faites la multiplication des signes et vous trouvez dans ce couloir, si vous voulez, cette moins fois plus c'est moins. Ici, plus, ça donne plus. Plus fois moins, ça donne moins. Et ici, plus, ça donne plus. Alors, quelles sont les valeurs pour lesquelles x, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles cette expression est négative? C'est ça. Hein, et puis, vous enlevez ceci à cause de moins 1 au dénominateur. Et vous enlevez ceci parce que le logarithme, on ne peut pas l'effectuer pour une valeur 0. Donc, on enlève le 0 ici et le 0 ici. Et donc, cette expression est positive strictement entre moins 1 et 1, strictement, et entre 2 et plus l'infini, strictement. Donc, df, log de la parenthèse que nous avons ici, est défini de moins 1 jusqu'à 1, intervalle ouvert, union 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà donc l'ensemble de définitions df égale moins 1, 1, union 2 plus l'infini. La troisième fonction, toujours dans cet exercice, cette fonction. Alors, qu'est-ce qui empêche de calculer f de x? Il y a une racine, donc ce qu'il y a à l'intérieur de la racine doit être positif, pas strictement positif simplement, et il y a un dénominateur. Donc, ce dénominateur doit être différent de 0 et par conséquent, la racine est différente de 1. 1 moins x positif, ça veut dire x inférieur ou égal à 1. Et ici, il est facile de faire donc le contraire, c'est-à-dire racine de 1 moins x égale 0. Vous élevez au carré et vous trouvez moins x égale à 0. Donc, 1 moins x égale à 1, c'est-à-dire x égale 0. Et donc, vous enlevez cette valeur qui donne l'égalité ici. Alors, par conséquent, voici x appartient à df, c'est seulement si x est inférieur ou égal à 1, sans valoir 0. Donc, ça donne moins l'infini 0, ouvert, union 0, 0, 1. Voilà. Bon, quatrième fonction, logarithme de x plus racine de 1 plus x2. Vous voyez que ce ne sont pas des fonctions très compliquées ici. Hein. Alors, cette expression entre parenthèses, comment elle est? Quel est son signe? Alors, je vais juste remarquer que pour tout x, racine de 1 plus x au carré est supérieure à racine de x2, qui vaut valeur absolue de x. Valeur absolue de x, comme vous le savez, c'est le max de x et de moins x. Donc, il est supérieur à moins x. Et comme on a ici supérieur strictement à valeur absolue de x, donc il est supérieur strictement à moins x. Cette racine est supérieure à moins x. Alors je dis toujours aux étudiants que la valeur absolue de x, c'est le max de x et moins x. Au lieu de dire valeur absolue de x est égale x, si x est positif, égale moins x, si x est négatif, voilà une expression très simple qui définit la valeur absolue. Le maximum de ces deux nombres opposés. Donc voilà l'explication, tout simplement, il faut juste remarquer que racine de 1 plus x2 est supérieure à racine de x2 qui vaut valeur absolue de x supérieure parce qu'ici on a x2 plus 1. Et valeur absolue de x est supérieure à moins x, et voilà. Donc, alors quand je remets ce moins x de ce côté-là, je trouve cette expression toujours positive. Toujours strictement positive. Et donc, df est défini, quel que soit x appartenant. Le deuxième exercice. Alors, ce deuxième exercice, après la recherche de l'ensemble des définitions, on pose souvent la recherche de limites. Surtout lorsqu'on veut étudier une fonction. Alors, nous avons des limites. 6 limites à calculer. Commençons par la première. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une valeur absolue et on ne nous dit pas si on doit chercher à droite ou à gauche. Alors, c'est pourquoi on va distinguer deux cas.
x strictement positif et x strictement négatif. Alors, voilà l'expression initiale de f de x. Pour x positif, hein, strictement, je dis strictement parce que ce n'est pas défini pour x égale 0. Là, on ne peut pas diviser par 0. Alors, f de x vaut ceci. La valeur absolue devient x, tout simplement. Et ceci, je vais un petit peu modifier en multipliant par le conjugué de ceci. Racine moins racine, parce que ça, c'est racine de 1. On a l'habitude de multiplier par la partie conjuguée qui sera racine plus racine. Alors, lorsque je multiplie ici, j'ai une identité remarquable qui va me donner 1 plus x moins 1. 1 plus x moins 1, c'est x au numérateur. Je ne l'ai pas écrit parce que je l'ai simplifié avec celui qui est au dénominateur. Donc, ce produit identité remarquable a moins b, a plus b donne 1 plus x moins 1 égale x. X se simplifie avec ce x. Il a disparu. Et il reste simplement au dénominateur racine de 1 plus x plus 1. Maintenant, je peux calculer la limite puisque je suis dans la situation x strictement positive. Donc, c'est une limite à droite de 0. La limite, c'est, vous le lisez ici, c'est 1,5 quand x tend vers 0 plus. Ce que j'ai fait ici, ce calcul reste valable simplement dans le cas x négatif, la valeur absolue de x, c'est moins x. Et donc, ce moins qui est là, je l'ai remonté un petit peu au dénominateur. Et cette expression, je l'ai déjà calculée. Hein, donc, c'est ça. Donc, on a moins 1 sur racine de 1 plus x plus 1. Et quand vous faites la limite, quand x tend vers 0 moins, alors là, j'ai pas, vous avez copié-collé. Donc là, c'est x tend vers 0 moins. Je vais corriger tout de suite. Voilà donc f de x pour x négatif strictement c'est moins 1 sur racine de 1 plus x plus 1. Et lorsque x tend vers 0 à gauche, voilà j'ai corrigé, donc c'est moins ici, on trouve moins 1,5. Donc c'est ça pour la fonction numéro 1. Maintenant, la deuxième limite, c'est la limite de ceci. Alors quand on voit cette expression, on a quelque chose du type g de x moins g de a sur x moins 1. Pour la fonction g de x égale cosinus de x, qui est dérivable, et on sait que ce rapport, sa limite quand x tend vers une valeur donnée a, c'est la dérivée de cosinus au point a. Le cosinus étant dérivable pour tout a, donc ici, on trouve la dérivée, c'est moins sinus de a, et c'est la limite. Alors pour la troisième fonction, elle est définie comme ça, g de x égale x sinus de x plus 1, x2 plus 3, lorsque x tend vers plus l'infini, hein, on va dans l'énoncé, voilà, c'est x tend vers plus l'infini, bien ça. Bon, alors, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de dire, ceci tend vers quoi? C'est x plus 1 sur x2 plus 3, ça tend vers 0, lorsque x tend vers l'infini, sinus de 0 égale 0. Et là, x tend vers plus l'infini. Donc, on a quelque chose aussi, plus l'infini multiplié par 0, c'est une forme indéterminée. Et donc, on doit lever cette indétermination d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est pourquoi cette parenthèse qui est là, à l'intérieur du sinus, je vais multiplier par cette parenthèse pour mettre cette parenthèse sous le sinus. De manière à avoir, j'ai dit tout à l'heure que ceci tend vers 0. Ceci, je peux l'appeler un grand X, donc sinus x sur x va tendre vers 1. Alors, si je divise par cette parenthèse, je dois multiplier pour que le compte soit toujours correct. Bon, alors maintenant, ceci va tendre vers 1, je répète, parce que si cette parenthèse, je l'appelle grand X, quand x, petit x tend vers l'infini, ce grand X tend vers 0. Et donc, sinus de grand X sur grand X tend vers 1. Alors, ceci tend vers 0, comme je viens de le dire. Voilà. Et on a ici, mais on va le multiplier par x, qui est là toujours. Donc là, x fois ceci va tendre vers 1, parce que le terme de plus haut degré sera x2 sur x2, donc ça tend vers 1. Alors tout ceci tend vers 1, parce que ceci, on multiplie le x, et on aura x2 plus x sur x2 plus 3, terme de plus haut degré, quand x tend vers l'infini, donc ça tend vers 1. Et ici, nous avons dit ça tend vers 1, donc la limite de g de x égale 1. Alors voilà, j'ai expliqué ceci là, ceci tend vers 0, toutes les explications, et là, ceci je l'appelle grand X, de manière à avoir quelque chose qui tend vers 0, et donc sinus
grand X tend vers 1. Lorsque grand X tend vers 0, j'ai posé grand X, cette parenthèse, voilà. Donc la limite pour g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. Et c'est une forme indéterminée. Initialement, c'est une forme indéterminée. La limite suivante, quand x tend vers 0, de cette expression, à l'idée initiale, c'est de mettre x ici et regarder qu'est-ce que ça donne. Racine de 1 moins racine de 1, 0 sur sinus de 0, 0, 0 sur 0, forme indéterminée. Comment enlever l'indétermination? En général, quand on a racine moins racine, on pense à multiplier par le conjugué. C'est ce que je fais ici. Le conjugué ici, c'est ça. Je multiplie numérateur et dénominateur. Le voici, le voici. Alors, au numérateur, j'aurai une identité remarquable. Donc, le carré de ceci moins le carré de ceci, vous faites le compte. 1 plus 2x moins 1 moins x. 1 moins x en parenthèse, ça donne 3x, le numérateur. Et au dénominateur, je laisse les choses comme elles sont. Maintenant, alors le 3 va se simplifier avec le 3. Le x sur sinus x, je le mets de côté. Et il reste ce 1 sur cette racine. Maintenant, il n'y a plus de forme indéterminée. Lorsque x tend vers 0, cette limite quand x tend vers 0. Alors, ceci va tendre vers 1 sur racine de 1 plus racine de 1, donc c'est 1 demi. Et ceci tend vers 1, comme vous le savez, quand x tend vers 0. Sinus x sur x ou bien x sur sinus x, ça tend vers 1. Et donc, la limite, ce sera 1 demi fois 1 égale à 1 demi. Cinquième limite. Alors, la limite numéro 5, c'est ça. Calculer la limite de cette expression. Cette expression. Bon, une expression du type a puissance x, lorsque a est strictement positif, c'est e exponentielle x log de a. Cette parenthèse jouant le rôle d'un petit a. Strictement positif, puisqu'on est pour x, voisinage de plus l'infini, et 1 plus quelque chose qui devient très petit, voisinage de plus l'infini, c'est toujours strictement positif. Donc, ceci est bien défini. Et cette expression, donc, c'est l'exponentielle que vous voyez ici. Et là, multiplié par x, ça revient divisé par son inverse. Je l'écris ainsi. Parce que je veux utiliser cette relation, cette limite, avec grand x égale 1 sur x. Et quand petit x tend vers plus l'infini, ce grand x tend vers 0. 1 sur x tend vers 0. Donc on a quelque chose de ce type-là, ici, avec 1 plus, avec grand x égale 1 sur x. Ça tend vers 1. Et la limite ici, c'est exponentielle de 1 égale à 1. Voilà. Donc voici la limite de cette fonction dans la question numéro 5. E, le nombre népérien, exponentielle de 1. Dernière limite, c'est calculer, alors revenons sur l'énoncé pour voir plus clair, la limite de cette expression. Vous voyez, la limite précédente, c'est en plus l'infini, on a trouvé E, et ici la limite de cette expression, avec sinus x, ici en numérateur, 1 moins sinus x, quand x tend vers pi sur 2. Alors, pour simplifier les choses, je vais poser t égale pi sur 2 moins x. X tend vers pi sur 2. Lorsque x tend vers pi sur 2, t, que fait t? Il tend vers pi sur 2 moins pi sur 2 égale 0. Tend vers 0. Et cette expression, je mets, j'ai posé t égale pi sur 2 moins x, j'en déduis que x égale pi sur 2 moins t. Donc, h de x, c'est ça. Pi sur 2 moins x au numérateur devient, au dénominateur, on devient t au carré ici. Ça, t au carré. Et on sait que sinus de pi sur 2 moins t égale cosinus t. Ça, on vous a appris que deux angles complémentaires échangent le signe, sinus et cosinus. Donc ici, c'est pi sur 2 moins t et le complémentaire de l'angle t en radian, évidemment. Donc vous avez le sinus de cette expression, c'est
c'est cosinus t. Donc cette expression, finalement, devient 1 moins cosinus t sur t au carré. Et je répète, lorsque x tend vers plus pi sur 2, t tend vers 0. Donc voilà notre expression au départ. Ça devient ceci, mais avec t comme nouvelle variable. Cette expression, je viens de dire que c'est 1 moins cosinus t sur t au carré. Et ceci tend vers pi sur 2. Je n'ai pas fait la démonstration, j'ai l'impression que cette limite, vous la connaissez. Sinon, si vous voulez, vous pouvez encore utiliser une relation trigonométrique. Ça, c'est 2 sinus t sur 2 au carré. Et vous allez avoir tout ça en utilisant, donc toujours vous revenez à la limite sinus grand X sur grand X, quand grand X tend vers 1 égale 1. Donc cette limite, c'est 1,5. Il me semble qu'elle est dans votre formulaire des limites. Voilà. Alors ça, c'est 5. Voilà, je crois que... Bon, pardon, c'est 6. Donc on a terminé cet exercice. 5, question 5. Limite numéro 5, limite numéro 6. On passe. Alors on va faire cet exercice rapidement. Exercice sur le théorème de la valeur intermédiaire. Alors, voici cette fonction. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution réelle. Je vais utiliser le théorème de la valeur intermédiaire. Si une fonction est définie sur un intervalle continu, l'image des extrémités sont opposées, alors la fonction s'annule en un point dans cet intervalle. Si les valeurs de f sur les extrémités, l'une est positive strictement, l'autre est négative strictement, alors f s'annule dans l'intervalle strictement à l'intérieur de l'intervalle, pas sur les extrémités. Donc j'utilise le théorème sur cet intervalle. J'ai choisi l'intervalle pi de pi. Je ne l'ai pas choisi au hasard. Je l'ai choisi parce que j'ai vu que les valeurs de f sur pi et de pi sont de signes contraires. Alors f de pi par exemple, c'est quoi? D'abord, cette fonction, elle est continue. Trivialement, sur tout intervalle qui ne contient pas moins 1. Et cet intervalle, évidemment, ne contient pas moins 1. Donc, elle est continue. Sur les bornes, f de pi égale... Alors, cosinus de pi, c'est moins 1. Et donc, ici, vous avez moins 1,5. Et pour vous remplacer pi, moins 1 sur pi plus 1 au carré. Tout ça, c'est négatif strictement. Pour 2pi, alors cosinus de 2pi, c'est 1. Donc ici, on aura 1,5 moins 1 sur, remplacer x par 2pi plus 1 au carré. Vous voyez que cette expression 2pi plus 1 au carré est plus grande par rapport à 2. Donc, quand vous inversez, ceci est très petit par rapport à 1,5. Et donc, ça garde le signe positif de 1,5. Parce que ça, c'est 2pi plus 1 au carré, quand on divise par un nombre qui est l'argent. Alors, quel est son ordre? Ceci, même si on dit que pi est à peu près 3, hein, largement, 6 plus 1 au carré, vous imaginez qu'est-ce que c'est très grand. Donc, par rapport à cette inverse, par rapport à 1,5, il est négligeable et donc ceci est positif, sans faire de calcul. Si vous faites le calcul avec la machine, vous n'avez rien gagné parce que vous allez perdre du temps. Il faut juste remarquer qu'avec des considération que le carré, si vous voulez justifier ça correctement, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que 2 plus 1 au carré est supérieur strictement à 2. Vous inversez et vous avez cette relation, cette inégalité. Bon. Alors, maintenant que nous avons la fonction continue sur cet intervalle, ayant des valeurs opposées strictement sur les bornes, alors, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, il existe un C à l'intérieur, même à l'intérieur, strictement à l'intérieur, où f s'annule. Et donc, nous avons montré que cette fonction f de x égale 0 admet une racine. Mais attention, cette solution n'est pas unique. Le théorème de la valeur intermédiaire n'assure pas l'unicité. Alors donc, on peut faire le même raisonnement dans un autre intervalle. Par exemple, si vous prenez l'intervalle moins 2pi, moins pi, disons fermé, mieux. Et vous faites le même raisonnement, vous allez voir que les images f de moins 2pi et f de moins pi sont opposées et vous utilisez. Alors donc, vous trouverez une autre solution.
Alors, quelle est la question pour numéro 2? Alors là, en plus de demander l'existence d'une solution pour cette fonction, question numéro 2, on vous dit montrer qu'elle est unique. Rappelez-vous, le théorème de la valeur intermédiaire n'assure pas l'unicité. Il nous dit qu'il existe une valeur qui annule une certaine fonction sous certaines conditions. Alors ces conditions, est-ce qu'elles sont réunies ici? Alors nous avons une fonction continue sur R, parce que x2 plus 1 étant un polynôme supérieur à 1, log est défini, log de x2 plus 1 est défini quel que soit x. Même chose pour x moins 1, faites la somme, elle est définie sur R. Donc, je choisis moi ici l'intervalle 0,1. Elle est définie continue sur 0,1. G de 0, log de 1, c'est 0, plus 0, moins 1, c'est moins 1 négatif strictement. G de 1, log de 2, plus 1 moins 1. Donc c'est log de 2 strictement positif. Vous savez, log de 2 est positif, log de 0,6, 6, etc. Voilà, donc la continuité sur 0,1. Valeur opposée sur les bornes, il existe, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, un élément, un t, c'est pas la peine de l'appeler toujours c, il existe un t entre 0 et 1 strictement qui annule g. Voilà, c'est terminé pour l'existence. Alors, pour l'unicité, nous avons une fonction. Si on veut démontrer qu'elle s'annule une seule fois, il faut juste montrer qu'elle est monotone. Et pour la monotonie, je calcule la dérivée. Voilà ce que je trouve. Après réduction même dénominateur, parce que x2 plus 1 remonte ici, qui va donner x2 plus 1 au carré, le tout sur 1 plus x2. Alors ceci est positif. Strictement, il ne s'annule que pour x égale moins 1. S'annule, mais sans devenir négatif. Donc ça, c'est positif. Et donc, G est strictement croissante sur R. Elle s'annule juste pour un seul point. Elle est strictement positive pour les autres. Elle est croissante sur R et par conséquent injective. Et donc, il ne peut pas y avoir de solution pour cette équation. C'est juste la solution que nous avons démontré qu'elle existe dans la première partie de la solution. Voilà donc, G de x admet une solution unique dans R. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Prochaine fois, donc, il y aura d'autres exercices sur les fonctions, probablement sur le théorème de Rolle ou le théorème des accroissements finis. Au revoir.